Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Politique. Le sommet Afrique-États-Unis a vu la participation et la présence d'une cinquantaine de chefs d'État africains conviés pour 3 jours pour parler économie, santé, sécurité ou encore changement climatique. Les États-Unis jouent probablement les rattrapages afin de récupérer un continent de plus en plus convoité, terrain de tous les enjeux. Inutile donc de rappeler les richesses dont regorge le sous-sol et le sol de l'Afrique. Mais l'Afrique, c'est aussi la sécurité avant tout. Et les États-Unis se repositionnent en Afrique avant que celui-ci ne leur glisse des mains vers de meilleures destinations comme la Chine. Bref, l'Afrique, ce n'est pas un bloc, mais un continent regroupant plus d'une cinquantaine de pays, chacun avec sa particularité. Quel modèle de coopération proposent les États-Unis et quelles sont les attentes de l'Afrique? Pour en parler avec nous ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir M. Prince Koya, docteur en sciences politiques à l'Université de Paris-Descartes. Il est également spécialiste de l'Afrique et président de l'Association Afrique en devenir. Il est avec nous par téléphone depuis Paris. Et puis nous recevons également M. Kamel Ben Younes, correspondant à BBC durant plus de 20 ans. Il a été également expert des questions, il est toujours expert des questions internationales. Vous avez également été, M. Kamel Ben Younes, directeur de la chaîne privée tunisienne Al Janoubia. Monsieur, merci de vous joindre à nous pour ce débat. Merci à vous et à votre aimable audience. Merci beaucoup, Monsieur Kamel Ben Younes. Monsieur Prince Koya, bonsoir et merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur Kamel Ben Younes, on va commencer avec vous et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Après donc le désintérêt flagrant de l'administration de Trump pour les États-Unis, aujourd'hui, quel intérêt l'administration de Biden porte-t-elle pour l'Afrique? Et pour quelles raisons? Monsieur Kamel Ben Younes? Oui, certainement, l'actuelle administration américaine voudrait renforcer ses relations avec les pays africains, avec les pays asiatiques. Mais pour parler franchement, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a une guerre contre la montre entre Washington, Pékin et l'Europe. Les Chinois et les Américains veulent profiter de l'actuelle crise entre les pays de l'OTAN et la Russie pour un casse-tête avec l'Europe. La superpuissance européenne est de plus en plus affaiblie. Les Américains profitent de cette occasion pour imposer leurs lois aux Européens en général, à l'Union européenne en général, à leurs alliés de l'OTAN en général, pour imposer de grands marchés d'armes, de centaines de milliards d'armes, pour imposer quelques centaines de milliers de militaires américains en Europe, en même temps entrer en concurrence directe avec eux et avec la Chine en Afrique, le seul continent où il y a encore un potentiel d'investissement. Les Américains veulent devancer les Chinois. La Chine a annoncé 40 milliards de dollars d'investissement en Afrique, d'un investissement potentiel s'il y a des projets. Les Américains ont annoncé 60 milliards, mais à condition qu'il y ait des propositions concrètes. Le but, ce n'est pas seulement certains pays africains cas par cas, ce n'est pas seulement de relancer l'initiative du président Bill Clinton des années 90 qui est entré en compétition avec les présidents russes, chinois, turcs et autres, les Israéliens, les Iraniens, qui sont tous à la recherche de la reconquête économique de l'Afrique, bien sûr en compétition avec les Français, les Anglais et les anciens colons. Mais maintenant, il y a une vision macro pour l'administration américaine. Ils veulent profiter encore de leur suprématie militaire pour imposer la loi du dollar qui n'a plus de contrepartie en or et arracher encore des marchés dans le continent africain avec des avantages géostratégiques et militaires pour vendre plus d'armes et entrer en compétition en Europe avec le géant économique européen, l'affaiblir davantage et imposer à lui des marchés et concurrencer ce marché européen dans sa région traditionnelle d'influence, surtout pour la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. C'est pour cela qu'on prévoit que d'ici quelques années, la concurrence entre la Chine,
la Russie, ses alliés de Shanghai, y compris l'Iran et les pays de l'Est, et les Turcs, vont renforcer eux-mêmes leur présence et leurs investissements et leur commerce avec les pays africains. Bien sûr, on a vu le président chinois en Arabie Saoudite pour 3 sommets à Riyad, l'un avec les Saoudiens, le deuxième avec les pays du Golfe, le troisième avec les pays arabes. Mais les Américains veulent profiter de cette situation car toutes les études stratégiques prévoient que le rôle des Américains après 2030 va faire marche arrière à l'échelle économique. Voilà. C'est pour cela qu'ils essaient d'utiliser leur suprématie technologique et militaire pour imposer leur loi, y compris pour les marchés encore ouverts à l'investissement international et au commerce international dans le continent africain. Très bien, M. Kamel Benyounès. Au fait, c'est-à-dire qu'ils auraient peur d'un recul face à l'avancée, à la montée de la Chine, et on l'a vu avec beaucoup de suprématie. Monsieur Prince Koya, vous êtes là avec nous ? Oui, bien sûr, je suis là. Vous venez d'écouter notre invité et notre consultant, M. Kamel Benyounès. Au fait, je voulais savoir, parce que lui, il a parlé du fait que les États-Unis aujourd'hui voudraient un petit peu s'accaparer le marché ou avoir une présence en Afrique. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une erreur d'approche de la part des États-Unis pendant de longues années, jusqu'à ce qu'ils voient aujourd'hui que ce même continent qu'ils ont délaissé de l'administration Biden, plutôt Trump, aujourd'hui est en train de reprendre de la verve avec les Chinois, mais pas seulement. Oui, bon, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites précédemment et avec effectivement l'assertion que vous venez de faire. Et il est important quand même de planter un petit rétrospectif de la présence ou de l'action des États-Unis sur le continent africain. Il faut savoir que les Américains ce sont en fait des utilitaristes, ce sont des opportunistes. Pourquoi ? Il faut se rappeler que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains n'ont pas hésité, j'espère, à donner un coup de couteau dans le dos à leurs partenaires européens. Les Européens, notamment la France et la Grande-Bretagne, étaient les principales puissances colonisatrices de l'Afrique, on le sait bien. Et donc, les Américains, dans leur dessein de remporter la guerre froide contre l'URSS à l'époque et donc de constituer une politique d'endiguement du communisme, avaient déjà projeté de soutenir les mouvements anticolonialistes africains contre les Européens. Pourquoi ? Parce que l'Europe entretenait une sorte de blocus commercial. Les pays africains colonisés n'avaient pas le droit de commercer avec d'autres puissances que des puissances européennes. Et les Américains, en fait, soutenaient les mouvements anticolonialistes africains à cette époque, justement, pour profiter de l'ouverture du marché des matières premières africaines. Première intervention opportuniste des États-Unis. Donc, ils sont déjà là, mais ils agissent toujours de manière opportuniste. On arrive autour des années 1990. On se rappelle très bien que le FMI et la Banque mondiale, qui sont quelque part pilotés par les théories libérales du consensus de Washington, cette fois-ci, l'Amérique va faire très mal aux pays africains avec justement ce consensus de Washington qui a appelé les pays africains à déréguler leurs économies, à adopter le système politique américain et à adopter le modèle économique capitaliste américain. Cet épisode passé, ils se sont repentis, ils ont trouvé que finalement, cette imposition a eu des conséquences graves au plan social dans les pays africains. L'école a été déstructurée, la santé a été déstructurée, et donc on a essayé de se rattraper. En 2000, Bill Clinton, président, cela a été dit tout à l'heure, va mettre en place ce qu'on appelle l'African Growth Opportunity Act, l'AGOA. L'AGOA, oui. L'AGOA qui est le grand cadre des investissements et du commerce entre les États-Unis et les pays africains désormais, en juin 2000. Et déjà, les États-Unis avaient subodoré que l'Afrique était en train d'être, on va dire, courtisée par beaucoup d'acteurs. Donc cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est seulement que l'administration Biden, l'administration Trump qui arrive, est totalement ignorante, en fait, de ce que représente l'Afrique pour les États-Unis et même pour le monde, et donc va traiter les pays africains de merde. La diplomatie des États-Unis à cette époque va effectivement s'atteler à ignorer royalement le continent africain.
Donc en fait, Biden ne fait que surfer sur la vague du début des années 2000 et dire, bon, ce n'est plus l'administration Trump qui est là, ils ont négligé l'Afrique, bah, c'était une grosse erreur. Nous revenons aux fondamentaux posés par Bill Clinton et nous affirmons que l'Afrique reste le continent géostratégique central sur lequel il faut compter. Donc nous ne faisons que relancer l'ancien projet de l'AGOA, c'est-à-dire financer les économies africaines dans un système d'aide liée. C'est-à-dire que l'argent qui sera donné, en fait, ça sera dans une sorte de deal win-win. Oui, ça a toujours été un petit peu la politique, M. Prince Goya, ça a toujours été la politique américaine. C'est-à-dire, en contrepartie de l'aide, il y a toujours des conditions, soit politiques, soit instaurer une démocratie à l'américaine. Ça n'a jamais été, comme dirait, bénévolement. Contrairement, je crois, au modèle chinois. Oui, allez-y. Absolument. En fait, c'est de l'aide liée. Pourquoi c'est de l'aide liée? Déjà, avec l'AGOA, il faut savoir que l'aide des États-Unis, il faut que tout le monde le sache, n'est jamais une aide, on va dire, par générosité. Désintéressée. C'est une aide qui est donnée en réalité pour pomper les matières premières stratégiques et minières. Figurez-vous que autour des années 2015, les investissements américains dans les pays africains concernaient à hauteur de 80% en valeur sur des matières premières comme l'or, le pétrole, le gaz, le platine. Donc, ils ne prennent que ce dont ils ont besoin en Afrique et les investissements ne portent que sur cela. Et comme là, il y a la crise aujourd'hui énergétique du gaz, du pétrole, les États-Unis sont 7 premiers producteurs de pétrole de schiste, mais ils consomment tellement de pétrole qu'ils ont toujours besoin d'en importer. Donc, ils doivent courtiser des pays africains qui sont les potentiels sauveurs énergétiques du monde. Il y a cette envie. Il y a aussi cette envie d'un néo-endiguement du communisme. C'est-à-dire que la Russie, successeur de l'URSS, est en train évidemment de poser tous ses pions sur le continent africain aujourd'hui. Et cela est totalement visible. Alors l'aide qu'on vous donne, et Biden a été clair, il a dit, et c'est quand même audacieux de le dire, nous vous donnons cette aide et nous vous intimons l'ordre de rompre, en tout cas tous vos liens avec des États susceptibles d'être voyous. En parlant de la Russie peut-être aussi. La Russie. Voilà. Donc vous voyez que cette aide, je m'arrête là, c'est une aide qui est totalement liée, on va en dire encore beaucoup plus, c'est une aide liée non seulement au plan diplomatique, politique, militaire qu'économique. Très bien. Alors, bien sûr, je me retourne vers vous, Monsieur Kamel Ben Younes. Au fait, quand on parle du continent africain, on dit c'est un petit peu le sommet, les États-Unis, l'Afrique. Mais l'Afrique, ça compte quand même 55 ou 54 pays. Et ce sont des pays qui ont leurs particularités chacun, qui ont aussi leurs différences. Alors, est-ce qu'on peut nous expliquer comment les États-Unis comptent faire un partenariat sérieux et non pas un partenariat basé sur l'exploitation, comme on l'a vu par le passé. Et c'était aussi des relations qui étaient entretenues par le passé dans ce sens de supérieur et de supplétif. Aujourd'hui, est-ce que les États-Unis comptent un petit peu sortir de ce modèle de conditionnement et de préalable pour aller réellement vers un partenariat avec ces pays africains en comptant ou en prenant en compte leurs particularités ? Il faut tenir compte que la politique américaine, les priorités de la politique internationale américaine, il y a plusieurs buts, il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs priorités. Moi, j'avais assisté en tant que président du Forum arabo-africain d'études stratégiques Averroès avec Africom, avec les instituts stratégiques français, américains, européens, au Sénégal, au Rwanda, en Afrique du Sud et dans certains pays maghrébins. Ils ont plusieurs priorités. D'abord, l'Africom et les Européens ont des priorités, surtout la France, la Grande-Bretagne, ont des priorités sécuritaires et militaires. À Stuttgart, ils ont une grande direction militaire. On avait assisté avec des diplomates, des militaires et des experts civils. Il y a une très grande région militaire qui contrôle toute l'Afrique à partir de Stuttgart en Allemagne. Il n'y a pas de pays africain qui avait accepté d'avoir le siège d'Africom chez lui, mais dans chaque ambassade américaine, dans la majorité des ambassades américaines en Afrique, il y a beaucoup, sinon des centaines d'experts militaires et d'intelligence. Donc, ils ont cette priorité militaire et de sécurité stratégique, cette priorité géostratégique. Ils ont les priorités économiques directes et indirectes. C'est pas seulement pour les petits marchés, c'est plus seulement pour les hydrocarbures, mais pour investir pour le marché d'avenir, surtout dans le high-tech. Le dossier africain pour les États-Unis, c'est aussi un dossier interne, puisqu'il y a les Afro-Américains qui deviennent un lobby très important
aux États-Unis. C'est pour cela que l'establishment, c'est-à-dire les mafias qui font le jeu de la politique nationale et internationale, avaient créé un vide et avait créé au début de ce siècle un président noir, enfin un président de couleur d'origine africaine de Kenya, c'est-à-dire M. Biden. Ce n'est pas très péjoratif de dire noir, monsieur. Un président de couleur, c'est M. Obama, et M. Biden était son assistant. Et maintenant, il y a la vice-présidente qui est aussi de couleur, car le lobby afro-américain et le lobby des étrangers est très puissant aux États-Unis et surtout dans certains milieux d'affaires et dans le business. Donc l'intérêt immédiat, il y a un intérêt immédiat géostratégique, un intérêt géopolitique pour exclure ou bien essayer d'affaiblir le rôle des Russes, des Chinois, des Turcs, des Iraniens et surtout des Français et des Anglais. N'oublions pas que les Français ont été chassés en gros de la région du Sahel et du Sahara, y compris dans les environs du sud de l'Algérie, du Mali, dans cette ligne. Dans l'Afrique subsaharienne, oui. Oui, avec la complicité des Russes, même si les Russes, avec les Wagner, jouaient le compte pour jouer la carte pour leur compte. Donc, il y a une compétition réelle. Il y a certains pays font le jeu pacifique, surtout la Chine et la Turquie, les Chinois et les Turcs deviennent les premiers investisseurs dans beaucoup de secteurs en Afrique. N'oublions pas que la Chine et les Turcs avaient réussi à avoir de grands marchés. La Chine, le président turc a annoncé il y a quelques jours qu'ils ont presque des ambassades et des services très actifs de Turkish Airlines dans la majorité des capitales africaines. Les Chinois également, monsieur Kamel Younes. Les Américains agissent à l'échelle militaire, mais essaient de limiter le rôle des Chinois, des Russes et affaiblir le rôle des Européens, surtout la France. Nous avons vu Macron en Europe, aux États-Unis, mais il n'a presque rien eu. Et le président allemand est allé directement à Pékin pour renforcer la coopération économique entre l'Allemagne et la Chine. Donc c'est une guerre macro, ce n'est pas seulement une guerre macro qui concerne certains pays dans la région du Maghreb, y compris la Tunisie et la Libye, l'Algérie, puisque les Américains voient que l'affaiblissement des Français et des anciens colons dans la région pourrait profiter aux nouvelles forces de BRIC, de la Turquie, des Chinois, etc. Très bien, M. Kamel. Monsieur Prescoya, alors justement, il y a eu le retrait des forces Barkhane, donc le retrait des forces françaises de toute cette région subsaharienne, d'où l'aspect sécuritaire qui est très important et qui sera ou qui a été examiné, parce que de toute façon le sommet a pris fin aujourd'hui. Alors, Monsieur Prescoya, aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que l'administration de Biden s'est sentie comme un petit peu prise de court ou en perte de vitesse, parce que de toute façon, sachant pertinemment qu'avec le retrait de la France et la nature à horreur du vide, elle risquait également, elle aussi, de perdre sa place. Et je parle de Washington. Oui, c'est même dommage de parler d'un tel sujet dans des États qui sont réputés être indépendants. Vous voyez déjà, moi je suis un peu gêné déjà en tant que consultant africain d'entendre effectivement que l'Afrique est effectivement traditionnellement un objet de convoitise, d'influence et de pouvoir des États qui se disputent, on va dire, la paternité des terres africaines. Bon, je pars, j'ai peur que tu laisses la terre à quelqu'un d'autre. Alors qu'en réalité, les États dont on parle appartiennent avant tout aux Africains. Mais ce que vous dites est totalement vrai, elle dépeint une réalité qui est totalement triste. Pour me prononcer alors sur la question que vous évoquez, effectivement, dans le jeu macabrement réaliste des relations internationales, effectivement, le départ d'un allié occidental, parce qu'il faut parler en termes d'alliés idéologiques occidentaux, parce qu'ils ne sont pas vraiment alliés, parce que les États-Unis font des coups aux Européens, mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de lutter contre le monde oriental, c'est-à-dire contre tout ce qui est Asie et Russie, alors là, il y a une communauté diplomatique idéologique. Et dans cette communauté diplomatique idéologique, on retrouve les États-Unis alliés des pays européens en Afrique. Ce qui veut dire que la France étant en Afrique et jouant le rôle de gendarme de l'Afrique depuis 1964, les États-Unis restaient au moins tranquilles au niveau, par exemple, de l'adhésion des pays africains à l'idéologie occidentale, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique.
Voilà, on se disait, bon, l'Afrique est entre les mains de la France ou de la Grande-Bretagne, nous n'avons rien à craindre, l'endiguement est réussi. Voilà. Sauf qu'effectivement, la Grande-Bretagne a perdu depuis très longtemps son influence politique en Afrique. Elle reste l'un des premiers investisseurs étrangers en Afrique, la Grande-Bretagne, mais en termes politiques, c'est fini. Il n'y a que le Commonwealth qui est en fait la résurgence de la loi impériale britannique en Afrique. En dehors de cela, la Grande-Bretagne n'a plus vraiment d'influence politique en Afrique. Il ne reste que la France finalement. Mais le pouvoir et l'influence française en Afrique a commencé à s'essouffler depuis le début des années 2000, jusqu'à définitivement s'essouffler avec les crises en Centrafrique et au Mali. C'est effectivement un continent qui cherche à s'autodéterminer aujourd'hui, l'Afrique. De l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud, c'est un continent qui cherche à s'autodéterminer, à choisir ses propres partenaires, et donc le terrain est totalement vierge, par exemple, pour les conquistadors extérieurs, dont la Russie, qui a réussi à placer ses pions en Centrafrique, qui a réussi à placer ses pions au Mali. C'est une menace grave pour la présence et l'influence des États-Unis en Afrique. Oui, mais n'empêche, Monsieur Prince-Koya, qu'il y a quand même une petite, comment dirais-je, une nuance entre ce qu'on appelle la présence russe et celle qui était africaine, française plutôt, puisque de toute façon, et ça c'était par le passé, le chef du gouvernement malien avait parlé de partenariat. Donc c'est un choix qui est fait par les Africains. Rien ne leur est imposé quelque part, contrairement à ce qui se passait par le passé. Je parle du point de vue des États-Unis, comme vous l'avez demandé. Du point de vue des États-Unis, effectivement, c'est une entorse à l'influence. Vous voyez, de leur point de vue, c'est une terre qu'ils sont en train de perdre. Mais effectivement, du point de vue africain, comme je l'ai dit, il y a une tendance à l'autodétermination et à l'auto-affirmation. Les Maliens disent, c'est de notre propre gré que nous avons choisi la Russie, qu'elle nous envoie Wagner ou pas, c'est de notre propre volonté. Donc effectivement, on est dans des situations différentes. Mais qu'importe, aux yeux des États-Unis, c'est un précaré traditionnellement occidental qui est en train de se perdre entre les mains du monde oriental, notamment aux mains de la Russie et d'autre part aux mains de la Chine. C'est comme ça qu'ils le voient et c'est pour ça qu'il est important de parler de AFRICOM également, qui est le commandement militaire dans les pays africains, le commandement militaire américain dans les pays africains, qui est installé depuis 2008. AFRICOM a son siège à Stuttgart et il a une grande base au Niger. Et donc, c'est aussi le centre des opérations militaires des États-Unis pour quadriller militairement le continent africain. Je finis par dire que, en fait, se mettre sous la protection de la Russie par Wagner ou se mettre sous la protection des États-Unis ne sera pas la solution à un continent qui compte 30 millions de kilomètres carrés pour 1,2 à 3 milliards d'habitants. Je pense que les États africains devront faire l'effort de coopérer, c'est avec l'extérieur, mais de se bâtir des puissances militaires pour lutter contre les maux sécuritaires dans le pays, parce que la panacée ne viendra jamais de l'extérieur. Je pense que le message est passé. Juste pour pouvoir avoir un maximum d'éclairage, puisque le temps va aller vers sa fin, donc il ne nous reste pas beaucoup de temps, peut-être même moins de 3 minutes. Monsieur Kemek Ben Younes, alors, on va poser la question telle qu'elle est. Aujourd'hui, quelles sont les attentes des Africains des États-Unis? Si des attentes il y a, et on sait très bien qu'il y a beaucoup de pays, donc les attentes diffèrent. Et ensuite, qu'attendent les États-Unis de l'Afrique? Pour vous dire et reprendre la déclaration de Biden qui, lui, avait parlé ou avait plaidé pour l'intégration de l'Union africaine ou l'entrée de l'UA au G20. Alors, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça fait partie de la réelle politique ou est-ce que c'est carrément impossible? Je voudrais rappeler ici brièvement une déclaration de l'ex-président tunisien Habib Bourguiba dans les années 50-60, lorsqu'il s'était rapproché des Américains avec les leaders nationalistes et syndicalistes. Et dans les années 50-60, il a dit qu'il faut se rapprocher des Américains pour affaiblir les politiques coloniales de la France. Mais une fois on est indépendant, il faut travailler en même temps avec la France, qui n'est plus le pays colonial, mais qui est un pays ami, mais avec un certain équilibre entre les nouvelles superpuissances, dont les États-Unis, la Russie et les autres, et les alliés classiques, dont les alliés européens. Je pense que les Américains savent très bien qu'ils ne peuvent pas remplacer les anciens colons, les anciennes puissances. Brièvement, Monsieur Kemek Ben Younes, s'il vous plaît,
Oui, pour manque ils de ne temps. peuvent pas remplacer les forces de la région, mais brièvement, je dis que ce qui se passe en Ukraine maintenant, c'est une guerre de vie ou de mort pour les États-Unis et certaines forces de l'OTAN d'un côté et la Chine qui est un allié objectif pour essayer de détruire l'Europe, de dominer l'Europe et limiter le rôle des superpuissances européennes, de l'Union européenne, un peu partout dans le monde, y compris en Afrique. Mais ça reste aux Africains d'imposer leurs priorités économiques et politiques stratégiques et de ne pas rester seulement un partenaire de deuxième choix. Merci beaucoup, Monsieur Kamel Benyounès. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales et que vous êtes également, ou vous avez été également directeur de la chaîne Al Janoubia, la chaîne privée tunisienne. Vous avez également occupé plusieurs postes qu'on n'aura pas le temps de citer aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Prince Koya. Également, vous êtes docteur en sciences politiques, mais également spécialiste de l'Afrique. Merci à mes deux invités. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain pour un autre sujet, un autre thème. Au revoir.